Salut Chantal! Salut Coralie! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, cette semaine, on a une entrevue avec Louis Ramirez que tu as faite. Oui, super intéressante entrevue où on a parlé des principes d'Extinction Rébellion. Oui, parce que les principes, on a deux choses à Extinction Rébellion qu'on peut faire la distinction. On a les principes, puis il y en a 10, ça c'est ce qui nous guide, et on a aussi les demandes, les revendications d'Extinction Rebellion. Je peux en parler vite, là. On a la première, c'est de dire la vérité, que les gouvernements et les médias parlent de l'urgence climatique et vraiment de la gravité de la situation. La deuxième, c'est d'agir maintenant pour être carboneutre en 2025. Et la troisième, c'est les assemblées citoyennes. Mais on parle pas de ça aujourd'hui, ça on en parle plus tard. Là, on parle des principes. Oui, donc 10 principes, on en voit 3 avec Louis Ramirez aujourd'hui. Je pense que c'est super intéressant de prendre le temps Vous avez jasé, de réfléchir. Là. On a jasé pas mal, on a eu beaucoup de plaisir. Bon, il faut comprendre que c'est son interprétation des principes, hein, il va nous l'expliquer. Les principes ont été écrits, mais n'ont pas été définis. Donc, chaque groupe peut avoir leur propre interprétation, mais son interprétation, du moins, aura le mérite de nous faire réfléchir. C'est qui ça, Louis Ramirez? Donc, Louis Ramirez, c'est un des cofondateurs d'Extinction Rébellion et c'est quelqu'un qui a quand même tout un CV pour ses 26 ans. Parce qu'il faut le mentionner, aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, c'est sa fête. Bonne fête, Louis! Donc, Louis a été formé en stratégie de marque à Londres et il a obtenu ensuite une maîtrise en philo. Et c'est après sa maîtrise qu'il a décidé de se lancer dans la lutte contre les changements climatiques. Comme cofondateur d'Extinction Rébellion, il a été coordonnateur des groupes de communication et de mobilisation pendant la grande campagne à l'automne 2019. Et aujourd'hui, il est consultant en communication et mobilisation numérique pour la campagne d'urgence climatique américaine Climate Mobilization. Fait qu'un gratteux de guitare. Un gratteux de guitare qui en a pas mal long à dire, oui. Ah bon, ben cool, on part ça. On part ça. Salut Louis! Hello, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais. On commence à s'habituer à voir les gens juste par Internet, mais bon, ça fait quand même du bien. C'est vrai. Donc, je voulais te parler aujourd'hui parce que, moi, tu as été une des premières personnes que j'ai rencontrées à Extinction Rébellion. Puis, heureusement que tu étais là parce que tu m'as donné des précieux conseils sur comment parler aux médias, ce qui a été plutôt pratique, on va se le dire. C'est sûr que tu les as très bien utilisés dans la mesure où tu les as utilisés. Et puis, c'est ça, quand je voulais te parler aujourd'hui, surtout parce que tu es un des cofondateurs d'Extinction Rébellion au Québec. Et puis, les principes et les demandes d'Extinction Rébellion sont peut-être pas assez connus des gens. Et puis, peut-être qu'on les comprend pas tous bien. Donc, j'aimerais ça si tu pouvais nous parler surtout des principes aujourd'hui pour essayer de comprendre c'est quoi cette bébite-là, puis parce que tout le monde peut partir des groupes comme ils veulent, mais il faut quand même que ça se base sur les principes. Ouais, c'est marrant ce que tu dis avant, parce que tu es une des rares personnes dans le monde de l'activisme avec qui j'ai une de ces relations un peu cheesy qui commence à, tu sais, genre on se balance trop de compliments, et genre non, toi, comme ça, tu sais, genre. Mais bon, bref. Là, c'était ton tour. Ouais, parlons des principes. Tu sais, genre, j'ai honte de dire que je les connais pas tous par cœur à la lettre, mais je les ai derrière et donc on va pouvoir en discuter individuellement. Donc, le premier principe, c'est d'avoir une vision commune du changement. Toi, tu l'interprètes comment, ce principe-là? En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les principes sur différents sites, donc là, je vais sur Rebellion Daughters. En fait, un des trucs avec les principes, c'est qu'ils ont dû être traduits. Donc, au départ, ces principes, c'est une sorte de groupe de personnes qui se sont rassemblées quelque part en Angleterre et qui se sont rassemblées autour de sentiments partagés, en fait, et de sentiments qui étaient partagés par plein de monde. Et je pense que c'est pour ça que ça a été pris. Donc, ils ont codifié ces 10 principes, puis après, ça a été pris à travers le monde. Et donc, notre traduction, donc c'est intéressant de regarder les deux en même temps. Donc, en anglais, ils disent « creating a world that is fit for generations to come ». Et nous, on parle de, donc c'est relativement proche, il est essentiel de créer des conditions favorables à un monde habitable et sain pour les générations futures. Et donc, je pense que ça parle je pense que c'est un de ces principes qui est relativement clair derrière et qui, en fait, c'est un de ces principes qui est pas par lequel on vit, qui s'inscrit juste dans le fait que chez Extinction Rébellion, le but, la mission de cette organisation, la raison d'être quand même, c'est de répondre à la crise écologique et donc et une des choses. Et c'est vrai que quand tu rencontres des gens d'Extinction Rébellion,
ils ont quelque chose quand même en commun, c'est que ils et elles veulent vraiment remédier au problème de la crise écologique. Et donc là, l'inspiration du principe, c'est que, et donc on voit ça dans le mouvement écologique de l'urgence de plus en plus, c'est cette idée du futur, et donc le futur qui se met devant nous est entièrement menaçant, et que la vision commune qu'on a d'un changement, c'est justement de remédier à ça et de penser aux générations futures, de créer un monde qui leur serait propice. Toi, tu es éducatrice, tu as parlé de manière extrêmement puissante de la manière où les enfants sont terrifiés par le futur aujourd'hui, et je pense que derrière ça, donc ça, c'est un de ces principes qui est relativement facile à mettre en pratique, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on se bat. Et donc, on peut articuler ça de manière différente, on peut parler de cibles, de budget carbone, on peut parler de manière très technique, mais à la fin, ce que ça veut dire, c'est qu'on aimerait un monde dans lequel les gens peuvent survivre, en fait. Oui, c'est probablement, je pense, le principe qui est le mieux vécu, le mieux compris, parce que moi, je suis toujours la première à être étonnée. Je ne suis pas une personne particulièrement sociable, mais quand j'arrive dans un grand groupe de personnes avec des gens d'XR, tout de suite, je sens c'est facile de communiquer ensemble, c'est facile de discuter parce qu'on a vraiment un but commun, puis c'est vraiment intégré. Ouais, et ce, à travers le monde en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant avec Extinction Rebellion. J'ai fait plein de réunions par Zoom comme celle-ci, mais aussi en personne. Il y a des groupes WhatsApp où tu communiques avec quelqu'un d'Australie, tu communiques avec quelqu'un en Ouganda aussi, en Amérique du Sud. Et il y a quand même c'est vrai qu'il y a une communauté, bon, je vais pas dire mondiale parce qu'il y a des exceptions, mais il y a une communauté vraiment internationale de gens d'Extinction Rebellion qui partagent ces sentiments, etc. Donc ça dépasse le Québec. Tu vas rencontrer du monde qui, elles et eux aussi, partagent ces sentiments et partagent, donc pour en revenir au principe, cette vision commune du changement. Et ça se matérialise de manière super intéressante où tu peux aller dans une réunion dans un pays entièrement différent et tu retrouveras des termes, tu retrouveras des pratiques, tu retrouveras des manières d'organiser les réunions, tu retrouveras jusqu'à des lignes de communication. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de synchronité, on va dire, je mets ça avec la langue française, je suis désolé, entre les autres. Mais c'est sûr que alors quand on avance dans les principes, on verra qu'il y en a d'autres qui sont plus ouverts à l'interprétation. Et aussi, je pense que la mise en pratique d'un principe, et ça on va en parler, dans une organisation, c'est quelque chose de délicat aussi, et on pourra en parler. Vas-y donc avec les autres principes. Donc, le second, je pense qu'il est quand même intéressant. Donc, en fait, c'est plus quand on va se mettre à parler de disons, et là j'improvise, mais disons qu'il y a des principes de théorie du changement, des principes politiques, puis il y a des principes qui ont des portées un petit peu plus personnelles et politiques. Et donc, c'est là où les principes traitent de notre comportement personnel, où ça peut devenir délicat dans la manière où on organise, et dans le rôle que ça a dans la médiation de conflits, par exemple. Mais bon, le second est vraiment important aussi, quoique peut-être un petit peu moins accepté. Et en fait, le second a aussi été changé. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, nous ne visons que ce qui est nécessaire. Et en anglais, we set our mission on what is necessary. Ce qui est intéressant, c'est que dans la manière où il est défini, ce principe en dessous, en fait, il traite de la théorie du changement d'Extinction Rebellion. Et donc, la théorie du changement, elle a un titre dans l'énorme littérature de changement social américaine qui s'appelle Momentum Driven Organizing, c'est-à-dire que tu fais des actions choc, tu établis un momentum et tu mobilises une masse de gens dans des actes de désobéissance civile pour instaurer essentiellement un changement de régime. Et donc, c'est cette idée, donc il y a le fameux chiffre des 3,5%, ce chiffre vient d'une étude en sciences sociales entre une chercheuse de Harvard et une fonctionnaire du State Department qui étudiait le changement, qui en fait étudiait entre elles, on va le dire, la manière où on peut changer les régimes dans les pays étrangers sans utiliser la force militaire américaine. Où l'inspiration vient quelque part de là. Et donc, les cas d'études sont divers. La quantification, on peut... je pense que dépendant de ton idéologie intellectuelle, on peut en penser ce qu'on veut, mais je sais pas trop comment. J'ai pas lu le livre en grand détail. Tu fais passer des statistiques et ça te sort que 1 à 3,5% de la population qui dit non, stop, je suis prêt à me faire arrêter, et le régime change. Oui, ça serait nécessaire si on convainquait 3,5% de la population de vraiment poser des gestes, arriver à l'action. 3,5% de la population serait suffisant pour faire un changement de régime. Alors, en théorie, mais c'est là où, en fait, il y a une double ironie derrière, c'est-à-dire que ça dit on partage une vision commune du changement, mais dans les faits, cette vision du commun du changement n'est pas vraiment partagée à l'international. Bon, je dis ça, j'espère que cet article va pas partir viral.
Mais tu sais, je m'entretenais l'autre jour avec un stratège, un membre du groupe stratégie d'Extinction Rebellion UK, qui disait que en fait, ce qu'il fallait faire, c'est recontextualiser ces chiffres dans les sociétés qu'on a là. Il y a plein de sociologues qui ont critiqué le fait de transposer ces chiffres qui ont été pris dans des cas d'études et de les transposer dans les systèmes sociaux auxquels s'affronte Extinction Rebellion. Bon, on peut aller en profondeur avec ça, mais ce qui est clair, et donc par exemple, la ville de Québec demandait est-ce qu'on est obligé d'avoir ça? Puis nous, on était bien emmerdés parce qu'on leur a dit concrètement, on ne sait pas. Donc, on a demandé à des gens à Londres, et puis les gens à Londres, ils étaient juste genre, ben là, c'est un peu notre ADN, c'est ce qui nous unit. Donc, cette vision commune du changement, je pense qu'il faut réinterpréter ce principe. Et donc, je pense que ce qu'il y a dans la vision commune du changement, c'est cette idée que on demande ce qui est nécessaire et pas ce qui est possible. Je pense que là, ça, c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus commun. Oui. Parce que ça s'implique en fait dans une histoire plus grande dans le mouvement écologique et donc dans des débats qui perdurent dans le mouvement écologique et en fait dans toute politique progressiste qui est est-ce que tu prends ce qui est pas suffisant mais possible comme objectif ou est-ce que tu prends ce qui est impossible mais suffisant? Et le mouvement écologique a généralement mis l'accent sur ce qui était possible mais pas suffisant, mais vraiment, vraiment pas suffisant. Et plein de parties du mouvement écologique continuent avec ça. Et Extinction Rebellion s'est positionné dans une sorte de réaction contre ça. Et donc là, ça va plus profondément dans le type de politique gouvernementale qu'on appelle. Donc en anglais, on parle de politique incrémentale, donc du changement lentement ou de changement dramatique, quasiment révolutionnaire. Et je pense que ça, c'est plus présent chez Extinction Rebellion, que les gens comprennent qu'il faut que la science dicte la politique. Et on va parler de justice climatique ensuite aussi, donc que la science et des principes éthiques non controversés dictent ça, et pas ce qui est possible. Et je pense que ça, c'est une vision commune du changement qui est beaucoup plus partagée dans Extinction Rebellion. C'est qu'on en a marre. On en a marre des demi-promesses, on en a marre d'une taxe carbone, de trucs qui ne marchent pas. On veut que les émissions piquent et qu'elles chutent extrêmement rapidement, tout en maximisant la démocratie et l'égalité, et mis à part ces principes, coûte que coûte. OK, super. Si on y va avec un autre principe qui est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre, je ne sais pas si tu as la même mode que moi. Moi, le troisième principe, c'est la culture régénératrice. Peut-être voilà. plus difficile donc à là, comprendre quand on arrive, celui-là. Ouais, donc là, celui-là est plus dur à comprendre et plus dur à mettre en pratique. Et en fait, et plus sensible à mettre en pratique pour plein de raisons. Et alors, on veut une culture régénératrice, mais j'observe quand même que dans la manière où c'est écrit, on nous dit pas énormément de choses sur ce que c'est qu'une culture régénératrice. Creating a culture which is healthy, resilient and adaptable, traduit en français, la création d'une culture de participation saine, résiliente et adaptable est primordiale. OK, oui, d'accord. Maintenant, quel est un exemple d'une culture saine, primordiale, adaptable en organisation qui coexiste avec les autres principes et qui agit dans l'urgence? Il n'y en a pas 300 000. Et donc, en fait, certainement, ce qu'il y a eu, et ce qu'il y a eu au Royaume-Uni, et ce qu'il y a eu dans plein de pays dans Extinction Rebellion, c'est que ce principe, l'implémentation de ce principe était contre-intuitive vu les pratiques organisationnelles auxquelles on est habitué. Et ça dépasse juste Extinction Rebellion ou le managérialisme en général. Il y a des principes d'organisation qui visent, donc on est en campagne par exemple, on veut une décarbonisation de l'économie extrêmement rapide. Une campagne politique, ça se gagne avec des objectifs, il faut parler à plus de monde, etc. Et en plus, les gens qui ont été attirés par Extinction Rebellion avaient tendance à être des gens, et ont toujours tendance à être des gens qui ressentent de manière très profonde l'urgence et la catastrophe. Oh oui. Et donc, c'est la traduction du principe de culture régénérative en pratique a été difficile. Et d'ailleurs, je suis une des premières personnes coupables en fait d'avoir totalement négligé ce principe. Je pense que quelque chose qu'on a accompli dans Extinction Rebellion au Québec, pas totalement, c'est que c'est vrai qu'il y avait une culture, une certaine gentillesse qui pouvait planer dans l'organisation, au moins de certaines personnes. Oui, c'est vrai. Je donne un exemple. Tu prends quelqu'un qui a été cofondateur, donc pas moi, mais je prends mon collègue, mon ami Anthony, là, qui a été cofondateur, qui a un profil assez élevé et tout, et tu prends une personne qui a été rentrée 2 semaines plus tôt, et je me souviens d'une anecdote où cette personne disait « Ah, mais c'est nice, il se souvient de mon nom et tout ». Donc il y avait un petit peu ce respect qui était là-dedans. Est-ce qu'il a survécu à différentes disputes? Peut-être pas entièrement, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu de ça.
Après, c'est vrai aussi que Extinction Rebellion a des fois été un conduit et un véhicule pour la peur et la terreur de certaines personnes. Mhm. Et que là-dedans, dans la manière où on s'organisait, c'était plus dur d'être génératif. Et donc, je m'intéresse pas mal aux métaphores qu'on a pour une organisation. Et c'est vrai que dans le groupe de mob, par exemple, quand je l'ai coordonné, la métaphore qui était en pratique, c'était la machine. Et une machine, elle consomme des trucs pour en passer d'autres. Et une machine, le soin de la machine, c'est une tâche extérieure à son opération. Et donc là, c'est pas vraiment régénératif. Enfin, c'est vraiment pas régénératif, on va le dire. Je pense que la nouvelle métaphore, moi, qui m'intéresse énormément, et j'en discute avec cette personne dans le mouvement de justice écologique, c'est plus la métaphore du jardinage. Et donc, de voir ton organisation et ton groupe comme un jardin ou un potager. Et là, en fait, ça va t'apprendre, si tu étires la métaphore, ça va t'apprendre que l'enjeu stratégique principal de ton potager, c'est qu'il y a un sol fertile. Et de même, l'enjeu principal d'une organisation comme Extinction Rebellion, c'est la volonté et l'envie de passer à l'action et l'énergie et la croyance dans le sens que ça leur donne des activistes. Et donc ça appelle à des pratiques organisationnelles un peu différentes où des fois, et en fait systématiquement, il va falloir prioriser le fait de cultiver tes activistes, de cultiver leur bonheur, le fait d'avoir du fun, le plaisir qu'ils et elles prennent, le sens qu'ils et elles prennent à faire ce qui se passe avant tout. Et donc ça va retirer, en fait, ça remet en question des pratiques comme, distribuer un rôle, toi tu t'occupes des courriels. Parce que à force de gérer des courriels, on est en train d'épuiser le sol là-dedans. Donc, est-ce qu'on a réussi à avoir une culture régénérative chez Extinction Rebellion? Non. Et après, je pense que la troisième chose à dire avec ce principe, c'est que il y a aussi des pratiques organisationnelles, parce qu'il y a une tendance, c'est d'avoir un groupe de culture régénérative. Et je pense que le moment où en fait tu permets à un groupe de penser que il ou elle est l'incarnation de principe dans une organisation, ça revient à créer une sorte de pouvoir assez malsain en fait, et ça peut entraîner des problèmes plus bas. Les principes, ça doit être quelque chose qu'on vit tous et personne ne les incarne avant les autres, parce que ça, dans des situations de conflit, ça crée des situations extrêmement toxiques, et ça s'est passé à travers le monde. Donc il y a plein de groupes qui ont eu des problèmes avec les groupes de culture régénérative, donc par exemple à New York, aux États-Unis, etc. Et à Montréal, il y en a eu aussi. Sans vouloir donner raison ou tort à qui que ce soit, je pense que il faut absolument pas que des principes, quand ils touchent au comportement personnel, deviennent des technologies de contrôle. Et ce risque est là-dedans. Il faut absolument pas penser que quelqu'un dans un groupe de culture régénérative est par conséquent plus en ligne avec les principes ou quelque chose comme ça, parce que tu es en train de créer des situations qui vont devenir extrêmement toxiques avec ça. Le groupe ne peut pas être responsable de faire en sorte que tous les membres vivent cette culture régénératrice-là. Il faut regarder, je pense, ce principe-là comme un principe qu'il faut se rappeler toujours, qui n'est pas facile à mettre en pratique parce qu'on est justement des gens qui vivons dans l'urgence. Donc, on a ce stress-là, cette angoisse-là vers l'avenir et de toujours garder ce principe-là. J'ai vu de plus en plus de groupes, les groupes de communication, groupes de mobilisation, se questionner, prendre un moment dans la réunion. Est-ce qu'on réussit bien à prendre soin de nous? Est-ce qu'il y a des membres qui sont en train de se brûler? Donc, toujours avoir ça derrière la tête comme un objectif, mais un objectif à atteindre en étant conscient que c'est difficile. Ouais, et aussi, je pense qu'il faut prendre une approche extrêmement pratique à ces choses-là, en fait. Et donc, parce que par exemple, c'est vrai qu'il y a le refrain, en fait, on en parle. Ça fait depuis toujours qu'on parle, OK, mais il faut pas se brûler. Mais il faut aussi respecter le fait que, comment est-ce que les gens se brûlent? Il y a plein de gens qui passent toute leur vie à travailler 10 heures par jour, et ils et elles adorent leur travail. Et donc, en fait, le fait de se brûler n'est pas forcément une fonction de combien de temps on met, c'est une fonction aussi de qu'est-ce qu'on retire de ce travail, etc. Les choses peuvent grandir, etc. Donc, pour revenir au potager, donc ça, c'est là où j'en suis dans ma réflexion personnelle, ça vaut ce que ça vaut. Mais le potager, si tu le surfertilises, en fait, la tâche, c'est de garder le sol fertile parce que les choses ont envie de pousser. Et donc, là-dedans, je pense qu'il y a des mesures qu'on peut prendre comme se demander, etc., comme cultiver des relations fortes, etc. Il y en a qui sont un petit peu plus innovantes dans la manière dont on distribue les rôles. Mais ouais, c'est super, super difficile. Et ce que j'observe, d'ailleurs, là, je travaille avec une autre organisation qui fait un programme de soins mutuels qui s'appelle Rest to Resist. Et donc, je dialogue beaucoup avec une des personnes dans le leadership de ça. Donc, on parle beaucoup de notre analogie du potager, etc. Mais ça appelle d'une part à une approche très différente et très contre-intuitive pour des gens qui ont grandi dans des organisations managériales et productives.
et productiviste. Et je déteste le mot productiviste parce que je pense que c'est un de ces mots qui a été utilisé comme technologie de contrôle où en fait on reproche de productivisme tout ce qu'on n'aime pas et ça nous excuse de vraiment s'expliquer. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs contre-intuitifs là-dedans et que c'est un travail difficile. Et je pense que en fait c'est là en fait un défi qui est à la fois pratique et philosophique, c'est comment est-ce que on fait le travail de campagne, c'est-à-dire qu'il faut parler à un maximum de monde, il faut convaincre un maximum de monde, il faut faire des actions, il faut dominer l'espace médiatique, il faut faire passer le message. Et si on ne fait pas ça, on n'est pas en train de gagner. Et cultiver son sol et cultiver ses activistes. Oui, j'aime vraiment la façon que tu l'apportes, de le faire dans le plaisir. C'est pas une question du temps qu'on met, c'est vraiment dans le plaisir. J'ai participé à une grande campagne dans les dernières années où je travaillais à peu près 70 à 90 heures par semaine avec la même équipe. C'était complètement fou. On avait de la difficulté à dormir, à s'alimenter. Ça a duré 2 mois et je suis sortie de là complètement énergisée. C'était plaisant, c'était agréable. Je sentais que tout le monde faisait sa part, qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans l'équipe. Donc, oui, j'aime bien ta façon de voir que c'est pas seulement une question de temps, c'est pas ça qui nous brûle. C'est la façon qu'on mène la tâche puis les liens qu'on entretient entre nous. Ouais, il n'y a rien qui brûle les gens comme des frictions personnelles. Tout à fait. Mais la seule fois où j'ai senti une sorte de fatigue, mais qui était rendue physique, quoi, dans le temps d'Extinction Rebellion, et pourtant j'en ai mis du temps dedans, c'était quand il y avait des frictions personnelles. C'est juste, on s'obstine et ça ne mène à rien, et on finit bien par se demander, qu'est-ce que je fous là? Super! On a parlé longtemps sur ces principes-là, donc je pense qu'il va falloir qu'on se reparle une autre fois pour faire la suite des principes, mais ça valait vraiment la peine de regarder tous ces principes. On en a fait 3 sur 10. On en a fait 3 sur 10, mais je suis contente parce que c'est rare qu'on prend le temps de les discuter autant, puis même quand on fait les présentations d'Extinction Rebellion, on n'a jamais tout ce temps-là pour approfondir tous les principes, donc je trouve ça vraiment bien. J'aime autant qu'on prenne plus le temps et qu'on les regarde comme il faut, qu'on en discute comme il faut. C'est ça. Faut juste dire aussi que ça, c'est une perspective sur ces principes qui est la mienne et je suis sûr qu'il y aura plein de gens qui seront vraiment en désaccord. Je pense qu'un principe qui serait intéressant de discuter la prochaine fois, qui est aussi un principe, c'est celui de décentralisation et de non-hiérarchie, parce qu'en fait, ce qui se passe avec ces principes, c'est qu'ils ont tendance à sous-déterminer en fait les actions pratiques qu'on va prendre. Et donc, du coup, on est un peu emmerdé parce que de toute manière, on est dans l'urgence et on va dire qu'est-ce que ça veut bien dire? Parce que la non-hiérarchie, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes et il y a différentes manières de s'organiser de manière non hiérarchique et décentralisée. Et c'est un travail de réflexion qui se passe parce que, juste pour conclure, c'est vrai qu'on a vraiment parti Extinction Rebellion comme une machine. On l'a vraiment partie comme une machine. Elle a accompli plein de choses, mais il y a beaucoup, beaucoup de sol qu'on a laissé assez empoisonné en fait. Et je pense que le travail et le croisement auquel est l'organisation maintenant, alors que une nouvelle génération d'activistes vient, c'est celui de changer ça et essayer de comprendre que même si c'est 2025 la limite, on va devoir être là pour très longtemps. Oui, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on a un principe qui dit qu'on s'améliore toujours, qu'on se remet toujours en question. C'est une organisation qui est jeune, donc c'est normal qu'on arrive à plein de moments où on se remet en question, puis il faut le faire. Ouais, ce principe est fascinant aussi dans sa mise en pratique. En fait, en général, il y a plein de mises en pratique qui peuvent être vraiment, vraiment intéressantes. Et donc, pour des gens qui sont à la fois un peu intello et qui se veulent pratique, comme je le suis, il y a ça crée des espaces vraiment intéressants de techniques d'organisation, donc comme l'expérimentation, comme manière de s'améliorer, etc. Donc, peut-être pour une autre fois, mais ouais. Merci ça beaucoup, sera vu, j'ai pas mal de Louis. trucs à dire là-dessus. Salut. Bye bye. C'était vraiment une entrevue super intéressante avec Louis, même si vous avez fait juste 3 principes, mais ça fait réfléchir quand même, tout ce qu'il dit sur la culture régénératrice, puis c'est vrai que, tu sais, on a encore nos devoirs à faire, puis il faut repenser toutes nos méthodes de travail, puis ça, c'est aussi vrai dans le domaine professionnel que dans le domaine militant, hein. On a vu que, finalement, on n'est pas obligé de faire tout le temps des meetings, on peut s'envoyer un petit courriel, faire ça par Zoom, il y a tout ça à repenser parce que, comme il a dit, on n'est pas des machines, là. Donc, non, puis ça a été créé comme une machine Extinction Rebellion, mais c'est vrai qu'il faut toujours y repenser parce que il y a des militants, des militantes qui sont tombés au combat, c'est normal, on arrive à Extinction Rebellion un petit peu en crise, en réponse à une angoisse, en réponse à une peur de l'extinction. Et après, on se lance là-dedans. C'est vraiment dangereux de se brûler. Il faut toujours repenser nos méthodes de travail, oui. Oui, parce qu'il y a urgence, mais
C'est ça, il y a Mais il urgence, faut se rendre mais au bout. il faut se rendre au bout, exact, parce que ça sert à rien de tout ça brûler, parce qu'il n'y a plus personne qui va pouvoir continuer le travail. Fait que, ouais, c'est quelque chose à penser, d'ailleurs, si les auditeurs, auditrices ont des suggestions de livres, d'organisation de travail. C'est toutes des affaires, faut mettre nos méninges ensemble, parce qu'il y a bien la réflexion à faire. Oui. Puis moi, j'ai vraiment hâte d'entendre la suite de ces réflexions. Comme on vous l'a dit, c'est l'opinion de Louis, hein, c'est son interprétation, mais j'imagine que vous êtes d'accord avec nous pour dire que son interprétation est drôlement intéressante et amène à réfléchir. Donc, on va continuer le reste des principes avec Louis dans nos prochains numéros. Ouais, parce qu'il y en a 7 autres. On peut peut-être en nommer, les nommer rapidement. On l'a aussi comme principe. Le numéro 4, c'est on se remet nous-mêmes en question. Je pense que Louis l'a très bien fait. Tout autant que ce système nocif. Nous valorisons l'amélioration continue. On accueille chaque personne telle qu'elle est. Je peux te laisser conclure. Oui, on rejette toutes les hiérarchies. Ensuite, en 8e point, on refuse les discours qui sont moralisateurs et culpabilisants, et ça, c'est super important. On s'attaque pas aux humains, on s'attaque au système. Absolument. C'est pas de la faute de la personne si elle est née dans un système donné. Hein. Donc, ça donne absolument rien de la culpabiliser. Évidemment, un point qu'on rappelle régulièrement, on est un mouvement qui est non violent. Et finalement, on a un mouvement qui est fondé sur des principes d'autonomie et de décentralisation. Ça, on en a parlé un petit peu lors du premier podcast. C'est vraiment des principes que tout le monde peut s'approprier, former des groupes un peu partout. Oui, juste pour nous guider. Et on va faire ça dans un prochain épisode sous peu. Et en attendant, ben on va quasiment vous dire salutations, on va vous rappeler les petits devoirs de mise, comme liker la page Facebook, partager le podcast. Si vous venez d'ailleurs au Québec, dans le reste du Canada, dans la francophonie, vous avez des idées, des suggestions, des commentaires, vous voulez venir parler au podcast, écrivez-nous. Écrivez-nous, on a vraiment hâte de vous lire. On espère que vous appréciez ce qu'on fait. S'il y a des choses qui vous dérangent, écrivez-nous. On est là pour s'améliorer. On applique nos principes en constante amélioration. Ben oui, puis on est capable d'en prendre. Et la semaine prochaine, vous allez seulement avoir un épisode, parce qu'on va pas vous en lancer 3 à chaque fois. Hein? On vous gâte, mais juste pour la première fois. Et la semaine prochaine, c'est un épisode que vous allez pouvoir entendre. Ben, bonne semaine à tout le monde! Bonne semaine!